Oui, encore un peu. Non, c'est pas mal, je pense. On regarde. Hein? D'accord. Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce conseil municipal du 30 mars 2025. Je vous informe que Madame Le Bailly m'a donné pouvoir. 26, oui, tout à fait. Le secrétariat, un gage. Heureusement que les élus sont là pour vérifier. Donc 30 mars 2026, je vous informe que Madame Le Bailly m'a donné pouvoir, que Monsieur Boulier doit nous rejoindre en cours de séance puisqu'il assiste à une assemblée générale. Avez-vous des nouvelles de Madame Devel? Elle vient ou pas? Elle arrive, d'accord. Alors, vous avez trouvé sur table 3 rapports. Un nouveau qui propose, si vous en êtes d'accord, une fois que nous aurons fixé le nombre de membres du CCAS, de désigner directement dès ce soir les membres du CCAS, puisque majorité comme opposition ont désigné leurs membres, ce qui nous permettrait d'installer le CCAS assez rapidement et ne pas attendre la prochaine séance du Conseil, et 2 rapports qui se substituent sur les indemnités, puisque le bureau municipal, en fin de semaine, après donc l'envoi de la première version, a retravaillé une seconde version pour atteindre un objectif dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, je vous propose d'accepter ces 3 modifications. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pouvons donc entamer l'examen de l'ordre du jour avec la délibération numéro 1, désignation d'un secrétaire de séance. Il revient, donc la tradition, c'est que chaque groupe propose le benjamin de son groupe. Il revient à la majorité de désigner le secrétaire de séance. Et sur cette mandature, le benjamin sera le même que lors de la mandature précédente. Pour le groupe J'aime Falaise, Bastien Richard. Est-ce qu'il y a des remarques, des objections? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ce conseil va surtout être un deuxième conseil d'installation, pour que l'institution puisse se mettre en état de marche. Et la délégation, le rapport numéro 2 concerne une délégation qui est vraiment importante, donc je vais la passer en revue intégralement, du conseil municipal au maire en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. Ok. Donc, on en a parlé lors de la séance d'installation. Le conseil municipal, à ce jour, dispose de l'ensemble des droits de la collectivité. Et afin de pouvoir faire vivre l'institution et de ne pas être obligé de réunir le conseil municipal à chaque fois qu'une petite décision est à prendre, il convient, au travers d'une délibération, que le conseil municipal me délègue un certain nombre de ses pouvoirs. C'est parfaitement encadré par le Code général des collectivités territoriales, à savoir le L 2122-17, le 18, le 19, le 22 et le 23. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue l'intégralité de cette délibération, parce qu'elle est quand même intéressante, et c'est toujours, notamment pour les nouveaux élus, intéressant de savoir de ce qu'il en retourne, sachant que à chaque conseil municipal, je rends compte des décisions que j'ai prises au regard et au titre de cette délibération. Donc le point numéro 1, arrêter modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Entre là-dedans tout ce qui est bornage de parcelles que je peux prendre en décision seule sans demander votre accord. Point numéro 2, fixer d'une part et actualiser dans la limite d'une augmentation annuelle de 3%, d'autre part, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Donc là, pareil, afin d'éviter de vous faire délibérer pour des augmentations mineures, ça rentre dans la délégation.
Le 3, procéder dans la limite de 2 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au titre 3 de l'article 1618-2 et au 2221-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Donc là, à partir du moment où c'est prévu au budget, bien évidemment, la possibilité de contracter un emprunt jusqu'à 2 millions d'euros. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxe, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour les marchés et accords cadres dont le montant est supérieur ou égal à 1 million d'euros hors taxe, le Conseil sera sollicité pour donner son accord et attribuer les 10 marchés et ou accords cadres. Donc là, pour lancer une procédure de marché, je peux la lancer d'initiative grâce à ces délibérations. Il y a une nouveauté par rapport au mandat précédent, c'est-à-dire qu'on a mis un seuil. C'est-à-dire que jusqu'à 1 million, je peux lancer la procédure. En général, toutes les procédures, vous êtes au courant, mais formellement. Et là, par contre, au-delà d'1 million, on vous propose que le conseil municipal autorise le lancement de la passation, du lancement de l'opération. Ce qui a un avantage, c'est de nous obliger, même si on le fait, mais au moins de nous le rappeler, que le conseil municipal doit être au courant d'un dossier d'ampleur, parce qu'au-delà d'1 million d'euros, il n'y en a pas tant que ça, hein, il va y en avoir 2 ou 3 dans la mandature, mais ce qui nous permettra de vous présenter le projet en amont du lancement de la procédure d'appel d'offres. C'est une proposition que les services ont fait au bureau qui l'a acceptée. Le point 5, décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. La présente délégation s'applique aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commune. Elle s'étend aux avenants, à la reconduction, à la non-reconduction, à la réalisation des contrats ainsi définis, sans toutefois porter leur durée au-delà de la limite de 12 ans. Ça, c'est tout ce qui est beau, hein, par rapport soit aux terres agricoles que nous pouvons avoir, soit aux biens immobiliers. Point 6, passer des contrats d'assurance ainsi qu'accepter afférentes. Point 7, créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Point 8, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La présente délégation s'étend aux éventuelles demandes de conversion, rétrocession et de renouvellement de concessions existantes. Le point 9, accepter les dons et legs qui ne sont ni grévés ni de conditions ni de charges. Point 10, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers uniquement jusqu'à 4 600 €. Fixer les rémunérations et régler les frais de notaire des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Point 12, fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Point 13, décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Point 14, fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Point 15, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 et 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans la limite de 100 000 € hors taxe. Transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant l'ensemble des juridictions administratives, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, en excès de pouvoir comme en plein contentieux, au fond comme en référé. L'ensemble des juridictions judiciaires, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, et notamment pour se porter partie civile par voie d'action et d'intervention et de faire prévaloir les intérêts de la commune devant les juridictions pénales, les juridictions spécialisées et les instances de conciliation, et contester les dépenses. Point 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €. Point 18. Donner en application de l'article 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées dans un établissement public foncier local. Le point 19 ne nous concerne pas. Le point 20, réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant annuel maximum d'1 200 000 €. Point 21, exercer ou déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de préemption défini à l'article L 214-1 du même code, droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux dans la limite de 100 000 € hors taxe.
Point 22, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme concernant les projets de cession d'immeubles appartenant à l'État. Bon, il n'y en a plus à Falaise, donc lui, on n'est pas concerné. Enfin, à notre connaissance, il n'y en a plus. Le point 23, prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4, L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. Point 24, autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Point 25, il ne nous concerne pas. Le point 26, demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement pour tout programme d'un montant inférieur à 500 000 € hors taxe. Dans le même esprit, on met cette barrière, cette limite, ce qui vous permet d'être automatiquement au courant lorsqu'on fait une demande de subvention sur un projet d'ampleur. Le point 27, procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, la transformation et l'édification des biens municipaux pour les opérations dont les montants de travaux sont inférieurs à 1 million d'euros, hors taxe. Point 28, exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Ça, c'est tout ce qui concerne les arrêtés de péril. Point 29, ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement, projet ayant une incidence environnementale non soumis à enquête publique. Point 30, admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvable d'un montant inférieur à un seuil de 200 €, ce seuil ne pouvant être inférieur au seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Point 31. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent Code général des collectivités territoriales. Donc voilà pour les 31 points qui sont des points qui sont calés par l'administration centrale et qui sont proposés à l'ensemble des collectivités et qui ont été adaptés ici ou là avec des seuils, ce qui vous permet d'avoir un droit de regard supérieur à la version initiale. En cas d'absence de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement de monsieur le maire, l'article L2122-17 du CGCT prévoit que le maire peut être provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des dominations ou à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L2122-18 prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Ça, c'est les décisions que je prendrai demain à l'issue du vote de ce soir. L'article L2122-19 du CGT prévoit également que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté délégation de signature à la directrice générale des services. Alors là, il y a deux, trois petites choses à rayer. Donc, directeur général des services, on barre directeur général adjoint des services puisqu'il n'y en a pas. Et deuxièmement, au directeur au pluriel, et on supprime de général à technique, puisque nous avons plusieurs directeurs et ils ont tous le même niveau de délégation de signature de ma part. Et au troisième point, aux responsables des services communaux. On pensera bien à corriger dans la version finale qui sera transmise à la préfecture. Enfin, l'article L2122-23 du CGCT prévoit que le maire peut subdéléguer sa signature dans les matières qui lui ont été déléguées par le conseil municipal à l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux délégués. C'est ce qui sera aussi pris demain par arrêté pour les 6 adjoints et les 4 conseillers délégués. À ce titre, le maire peut également subdéléguer sa signature aux fonctionnaires visés par l'article L2122-19 du CGCT pour les matières qui lui ont été déléguées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du CGCT, à la condition de le prévoir expressément dans la délibération portant délégation du conseil municipal au maire. C'est ce que l'on est en train de faire actuellement. Je vous propose donc, après cette lecture fastidieuse mais importante, de bien vouloir donner délégation au maire pour la durée de son mandat dans les 29 domaines de compétences listés ci-dessus dans la limite fixée par le conseil municipal,
de prendre acte que cette décision pourrait être révoquée par le conseil municipal à tout moment, de prendre acte, en application de l'article L2122-17 du CGCT, qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement de monsieur le maire, le remplacement de ce dernier dans la plénitude de ses fonctions sera assuré par un adjoint pris dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. De prendre acte, en application de l'article L2122-18 et L2122-19 du CGCT, que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Le maire peut, sous sa signature et sa responsabilité, donner par arrêté délégation de signature à la directrice générale des services, au directeur, aux responsables des services communaux, et d'autoriser, en application de l'article L2122-23 du CGCT, le maire à subdéléguer sa signature dans les matières qui lui ont été déléguées par le conseil municipal à l'un de ses adjoints ou aux conseillers municipaux délégués, mais également aux fonctionnaires visés par l'article L2122-19 du CGCT. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Dupart. Oui, merci. Alors désolé pour ma voix, mais j'avais oublié combien c'est difficile avec un masque. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, cette délibération peut sembler technique, mais elle pose en réalité une question politique. Quelle est encore la place du conseil municipal? Oui, ces délégations sont légales, mais l'égalité ne veut pas dire équilibre et respect démocratique. Car concrètement, que nous proposez-vous? Pouvoir modifier des tarifs sans passer devant le Conseil, engager jusqu'à 2 millions d'euros d'emprunt seul. Ce montant est en contradiction avec votre promesse de campagne de limiter le recours à l'emprunt. Attribuer des marchés publics jusqu'à 1 million d'euros sans débat. Ce ne sont pas des décisions mineures, ce sont des choix structurants qui engagent durablement la commune et les Falaisiens. Alors pour nous, la question est claire. À quoi sert le conseil municipal si les décisions essentielles peuvent être prises sans lui? Nous ne contestons pas le principe des délégations, mais nous contestons leur ampleur. Une délégation doit rester un outil d'efficacité, pas devenir un transfert de pouvoir. Dans une démocratie locale, les décisions importantes doivent être débattues et partagées. Le conseil municipal ne peut pas devenir une simple chambre d'enregistrement. C'est pourquoi, en l'état, nous voterons contre cette délibération. Merci, monsieur Dupart. Je ne vais pas m'éterniser sur cette délibération que la ville de Falaise prend depuis au moins 18 ans, parce que ça fait 18 ans que je suis élu et je l'ai toujours vu prendre, et je dirais même qu'elle rend de la souplesse et elle rend du pouvoir au conseil municipal en ce début de mandature. Mais ceci dit, si vous souhaitez vous réunir et que le conseil municipal soit réuni pour valider l'augmentation des cartes postales au château, c'est votre droit. Mais ce n'est pas le mien. Je pense qu'on a autre chose à faire que de nous réunir pour des queues de cerises. Là, tous les éléments qui sont pris, vous parlez de l'emprunt, bien évidemment, l'emprunt, pour qu'il puisse être levé par mois, doit être inscrit au budget. Et la procédure de marché public, c'est la même chose. Donc voilà, mais je prends acte de votre décision de ne pas transférer les pouvoirs au maire dans le cadre du fonctionnement normal de ce conseil municipal. Je rappelle que cette délibération qui est suggérée par l'administration centrale est prise dans quasiment toutes les villes de France. Voilà. Oui, enfin, mais je prends pas un acte. procès d'intention. Non, J'ai parlé des emprunts, je n'ai pas parlé des timbres. Non, vous avez parlé des J'ai tarifs parlé de des 2 3%. millions et des 1 million. Vous avez parlé des tarifs Donc, de 3%. soyons précis, ne me prenez pas pour un imbécile. Je ne vous prends pas pour un imbécile, monsieur Dupart, et vous n'allez pas commencer comme ça la mandature. Ce serait quand même de mauvais augure. On a 6 ans à passer ensemble. Je respecte votre parole. Je vous donne un élément d'éclaircissement en vous disant que le maire ne prend pas tous les éléments, puisque je vous dis que Monsieur Dupart, s'il vous plaît, les emprunts que je peux être amené à mettre en place auprès d'un établissement bancaire, ce sont des emprunts qui sont validés par le conseil municipal lors du vote du budget. Bien évidemment, je ne vais pas contracter un emprunt qui ne serait pas prévu dans le cadre du budget par le conseil municipal, bien évidemment. Et c'est la même chose pour les marchés publics au-delà de la somme prévue. Voilà. Je mets aux voix qui est contre
Donc, vous êtes combien? 5. 5 contre. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Point numéro 3, fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, la délibération vise à désigner le nombre de membres du CCAS. Lors de la précédente mandature, il était fixé à 8 et les services et l'élu en charge du sujet souhaitent que l'on descende à 7 élus plus 7 membres désignés par arrêté sur différents champs, représentants de l'UDAF, Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités de personnes âgées, un représentant des associations de personnes handicapées du département et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de lutte contre les exclusions. Il y a plusieurs raisons à ce choix. D'une part, avoir moins de difficultés de quorum, ce qui a été un vrai sujet lors du précédent mandat, mais aussi favoriser le débat avec une instance qui serait réduite de 2 personnes, puisque nous passerions de 16 à 14. Voilà, donc cette première délibération, je vous propose de la mettre aux voix s'il n'y a pas de remarques. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et je vous propose d'étudier dès maintenant la deuxième délibération que vous m'avez acceptée tout à l'heure en procédure d'urgence, à savoir que l'on désigne dès ce soir, puisque à la fois le groupe J'aime Falaise et à la fois la liste Agir pour Falaise ont désigné leurs membres, sachant qu'au préalable, j'informe la majorité municipale que j'ai proposé que le groupe Agir pour Falaise puisse désigner un suppléant sur l'ensemble des postes qui seront vus ce soir, puisque l'application de la loi électorale leur donne qu'un membre par commission, et afin qu'ils puissent avoir un peu de souplesse dans leur organisation, je leur ai proposé de désigner à chaque fois un suppléant, ce qui explique que pour le CCS, il y aura un suppléant. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose d'installer ce soir, pour la liste J'aime Falaise, Madame Gwenaëlle Percheron, Madame Thérèse Leblond, Monsieur Bruno Boulier, Madame Isabelle Bilong et Madame Bénédicte Lebailly, et Jennifer Lefroux, pardon, excusez-moi, il nous manque une. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la liste Agir pour Falaise, Monsieur Olaf Le Pasteur, avec Madame Sylvie Grenier comme suppléante. Je mets aux voix cette installation. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 4, création de commissions municipales extra-municipales permanentes. Alors, il appartient au conseil municipal de former les commissions municipales extra-municipales chargées d'étudier les questions soumises au conseil. C'est l'article 2121-22 et 2143-2 du CGCT. Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux, tandis que les commissions extra-municipales permettent d'associer des personnes extérieures au conseil municipal. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. Les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations. Ce que je vous propose, c'est comme là aussi les services se sont rapprochés des 2 présidents de groupe, on procède à l'installation directement puisque nous avons les noms pour l'ensemble des commissions. On vous a mis le petit tableau qui explique la répartition des sièges en fonction du nombre total de sièges d'élus dans les commissions. Et je vous propose de créer 11 commissions municipales et extra-municipales chargées d'examiner les projets, à savoir la commission municipale finances locales. Je ne vous redonne pas le contenu, vous avez eu l'occasion de l'étudier. La commission extra-municipale aménagement et voirie. La commission extra-municipale cadre de vie et transition écologique. La commission extra-municipale patrimoine bâti. La commission extra-municipale culture. La commission extra-municipale affaires et restauration scolaire. La commission extra-municipale animation de la vie sociale. La commission extra-municipale politique équipement sportif. La commission extra-municipale patrimoine et équipement touristique, la commission extra-municipale enfance, jeunesse, parentalité et la commission extra-municipale communication et animation locale. Par rapport aux élus qui étaient là précédemment, il y a 2-3 petites nouveautés. La commission cadre de vie, qui avait un champ très très large, a été divisée en 3. D'une part, toutes les problématiques de voirie d'un côté, la problématique de bâtiments publics de l'autre,
et la notion développement durable, écomobilité sur une troisième commission. Voilà, ce qui va permettre plus de temps pour étudier les différents dossiers et plus de lisibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Dupart. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, sur le principe créer des commissions peut aller dans le bon sens, mais une question essentielle se pose, dans quel objectif et avec quelle garantie? Créer autant de commissions qui n'ont pas de pouvoir de décision, dans une ville comme la nôtre, ce n'est pas anodin. Le risque, c'est de disperser les débats et de rendre les décisions moins lisibles. Tout dépendra donc de leur fonctionnement réel et de leur composition. Seront-elles de véritables lieux de débat ou simplement d'informations descendantes? Les membres seront-ils intégralement désignés par le maire? Un point déterminant pour nous, leur composition. Nous souhaitons pouvoir désigner des représentants au sein de ces commissions. C'est une condition essentielle pour garantir le pluralisme et un véritable travail collectif. Si cette possibilité est accordée à la minorité, nous voterons pour cette délibération. Dans le cas contraire, nous voterons contre. Bien, merci Monsieur Dupart. Donc, concernant la composition des commissions, elle est réglée et calée par rapport au résultat électoral que vous avez fait. Donc, vous avez donc un siège, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je vous autorise d'avoir un suppléant de façon à faciliter votre travail durant les 6 années. Ça remarche. Et vous avez désigné, vous nous avez transmis, je crois que c'est vous d'ailleurs, qui nous avez transmis la liste des membres élus de votre groupe. Oui, j'ai bien compris, mais j'y viens. Et nous avons désigné les membres élus. Bien évidemment, il ne revient pas à l'opposition de désigner les experts. C'est à la charge des adjoints compétents des commissions qui décideront si oui ou non ils ouvrent la commission à des personnalités extérieures, et c'est eux qui feront le choix. Vous pouvez par contre leur proposer des noms, ça s'est toujours fait comme ça d'ailleurs par le passé. Si vous avez en tête un expert sur la voirie ou quelque chose, vous pouvez bien évidemment faire remonter à l'adjoint en question la personnalité que vous aimeriez, que vous suggérez, mais ce sera à l'adjoint de prendre la décision et pas à votre groupe. Voilà. Et concernant le reste, les commissions, j'ai fait passer consigne que les commissions se réunissent à minima 3 fois par an et qu'elles soient un lieu d'échange et de débat. Alors il y aura bien évidemment de l'information descendante, puisqu'il y en a souvent, mais malgré tout, notamment puisque chaque commission connaît sa feuille de route, puisque la feuille de route de chaque commission, c'est le programme municipal qui a remporté les élections, eh bien vous aurez l'occasion de débattre dans chaque commission des différents sujets qui seront soumis aux élus. Voilà, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, désignation des membres des commissions municipales et extra-municipales. Donc là, je vais vous faire lecture commission par commission et on va les installer puisque nous avons récupéré l'ensemble des noms pour les groupes. La commission finances locales, le président est membre de droit. Madame Magali Canon, Monsieur Jacques Lebray, Madame Cécile Levaguerez-Marie, Monsieur Florian de Jaclot, Madame Julie Rébillard, Madame Clara Devel comme titulaire avec Monsieur Dupart comme suppléant. On va les installer intégralement à la fin. La commission aménagement et voirie, Monsieur Jacques Lebray, Madame Rébillard, Monsieur Tardivel, Monsieur Lebas, Monsieur Gracia, Madame Grenier avec Monsieur Dupart comme suppléant. La commission cadre de vie et transition écologique, Madame Rébillard, Monsieur Lebray, Madame Génoin, Madame Vétier, Madame Percheron, Monsieur Tardivel, Monsieur De Jaclot, Madame Bibot, suppléante Madame Grenier. La commission patrimoine bâti, Madame Levaguerez-Marie, Monsieur Dagorn, Monsieur Lebas, Madame Bilong, Monsieur Dupart avec Monsieur Lepasteur comme suppléant. La commission culture, Madame Levaguerez-Marie, Monsieur Gauvin, Madame Nérébrard, Monsieur Richard, Madame Lebailly, Madame Bibot, avec Madame Devel comme suppléante. Affaires et restauration scolaire, Madame Vétier, Madame Lefroux, Monsieur Gauvin, Monsieur Gracia, Madame Rébillard, Madame Devel, avec Monsieur Dupart comme suppléant. La commission de la vie sociale,
Animation de la vie sociale, Monsieur Gracia, Madame Percheron, Madame Levaguerès-Marie, Monsieur Boulier, Madame Génoin, Madame Duval, Monsieur Lepasteur, avec Monsieur Dupart comme suppléant. Politique et équipement sportif, Monsieur Gracia, Monsieur Bénard, Monsieur Drouet, Monsieur Richard, Madame Vétier, Madame Duval, Madame Devel, Monsieur Lepasteur comme suppléant. Enfants, jeunesse et parentalité, Monsieur Gracia, Monsieur Richard, Monsieur Bénard, Madame Percheron, Madame Levaguerès-Marie, Madame Lefroux, Monsieur Boulier, Monsieur Lepasteur, avec Madame Bibot comme suppléante. Patrimoine et équipement touristique, Monsieur Dagorn, Madame Leblond, Madame Génoin, Madame Canon, Madame Levaguerès-Marie, Monsieur Dejaclos, Madame Nérébrard, Madame Bibot, avec Madame Grenier comme suppléante. Communication et animation locale, Monsieur Boulier, Monsieur Richard, Madame Levaguerès-Marie, Madame Nérébrard, Madame Canon, Madame Leblond, Monsieur Dupart, avec Madame Devel comme suppléante. Voilà, je vous propose d'installer l'ensemble de ces commissions. S'il n'y a pas d'erreur ou d'observation de votre part, qui est contre. Alors. Oui. La 4. Patrimoine bâti. Jacques Lebray devrait être dedans normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On rajoute, sur patrimoine bâti, on rajoute Monsieur Jacques Lebray. Bah oui. Je pense que c'est pour ça que tu n'y es pas. Bien, hormis cette modification, des remarques autres? Non, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc l'ensemble de ces commissions sont installées, donc les adjoints pourront commencer les convocations pour l'élection des présidents de commission. J'essaierai d'assister à l'ensemble pour désigner les présidents de commission. Délibération numéro 6, désignation des membres dans le conseil d'exploitation du SPIC Château Guillaume-le-Conquérant. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner les représentants de la ville de Falaise au conseil d'exploitation du château. Donc pour les nouveaux, le SPIC Château, c'est la structure juridique administrative qui pilote l'activité commerciale du château. Il est composé de 7 élus municipaux, d'un représentant du conseil régional, d'un représentant du conseil départemental, d'un représentant de la communauté de communes du Pays de Falaise et une personne qualifiée. Je vous propose de désigner M. Dagorn, Mme Nérébrard, Mme Canon, M. Richard, Mme Levaguerès-Marie, M. Lebray, Mme Bibot, avec M. Dupart comme suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7. Alors, sur celle-ci, on va essayer peut-être de la compléter ensemble. Alors, c'est la commission communale des impôts directs, composée du maire ou de l'adjoint délégué, qui sera président, et de 8 commissaires pour les communes de plus de 2000 habitants. Le conseil municipal doit dresser une liste de 32 personnes, 16 titulaires et 16 suppléants. Et la DGFiP piochera dans cette grande liste 8 commissaires. Donc, on a suffisamment de titulaires. Il nous manque encore des suppléants. Chez nous, on a fait le plein. Est-ce qu'il y a des suppléants de votre liste qui aimeraient être suppléants potentiellement de cette liste? Ouais. Alors nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Mais est-ce que chez vous, il y a des personnes qui aimeraient siéger potentiellement dans cette... Ouais. Bon, bah, ce qu'on peut faire, je vous propose... Non. Non, puis il est déjà là comme suppléant. Ce que je vous propose, on va installer tous ceux qu'on peut installer ce soir, et il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 sièges de suppléants. Si vous avez parmi vos colistiers des personnes que ça intéresse d'être potentiellement appelées par le DDFiP, bon, c'est pas sûr qu'ils soient appelés, hein, mais ça peut être intéressant. Donc je vous propose de désigner dans un premier temps 16 titulaires qui seraient moi-même, M. Gracia, Mme Levaguerès-Marie, Mme Percheron, Mme Rébillard, M. Boulier, Mme Canon, M. Dagorn, Mme Nérébrard, M. Lebas, Mme Leblond, M. Richard, Mme Devel, Mme Grenier, Mme Bibot, M. Lepasteur.
et un certain nombre de suppléants déjà, qui seraient M. Drouet, Mme Lebailly, M. Gauvin, Mme Lefroux, M. Tardivel, Mme Vétier, M. Dejaclos, Mme Génoin, Mme Duval, M. Courteuse et M. Dupart. Donc si vous avez des noms complémentaires à nous faire parvenir, on les ajoutera à cette liste. Hein, sachant que sur les 32, il n'y en a que 8 qui seront tirés au sort. Donc il y a de grandes chances que vous ne siégiez pas. Et si vous étiez amené à siéger, c'est une réunion par an. Voilà. Je mets aux voix déjà l'ensemble de ces désignations. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Création de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics à caractère permanent. Donc, à la suite du renouvellement des assemblées, l'ensemble des commissions relatives à la commande publique qui constituent des instances investies d'un pouvoir de décision ou d'avis doivent être renouvelées. Les commissions concernées au titre de la commande publique sont au nombre de 3. La CAO, la commission d'appel d'offres, la commission de délégation de services publics et le jury de concours. Vu les dispositions de l'article 1414-2 du CGCT, qui dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article 1411-5 du même code, vu les dispositions prévoyant que la commission d'appel d'offres ou de délégation de services publics d'une commune de plus de 3500 habitants doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, la présidente étant prévue Mme Canon, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant qu'il est procédé sur les mêmes modalités à l'élection de suppléants au nombre égal à celui des membres titulaires. Je vous propose de faire la même chose que ce que nous avons fait pour les commissions permanentes, à savoir élire d'emblée l'ensemble à main levée, les personnes que les deux groupes nous ont communiquées, à savoir pour la liste Gemme Falaise, Mme Magali Canon, M. Jean-Marc Lebas, M. Bastien Richard, Mme Claudine Vétier et M. Philippe Drouet comme membres titulaires de la commission d'appel d'offres, M. Jacques Lebré, Mme Levaguerez-Marie, Mme Rébillard, Mme Nérébrard, M. Bénard comme membres suppléants. Pour la liste Agir pour Falaise, Mme Grenier comme membre titulaire avec Mme Devel comme suppléante. Et donc ça serait pour la commission d'appel d'offres. Concernant la commission DSP, ce que nous avions prévu, ce qui avait été fait lors de la précédente mandature, c'était que ce soit la même composition. Vous avez fait 2 propositions. Est-ce que vous maintenez les 2 propositions ou est-ce qu'on fusionne les 2? Donc c'est entre vous deux, hein, c'est plus simple. Donc qui est-ce qui va être titulaire? Madame Devel ou Madame Grenier? Alors titulaire Madame Grenier, suppléante Madame Devel. Vous prenez note derrière? Très bien. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose de voter comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la CAO, la commission de délégation de services publics sont installées. Délibération numéro 9, désignation des délégués au sein des organismes extérieurs. Je vous propose que je sois représentant de la ville de Falaise au conseil de surveillance de l'hôpital de Falaise, que Mme Levaguerez-Marie, titulaire, et Mme Bilong, suppléante, soient représentants de la ville au sein du Centre de développement chorégraphique national, que Mme Percheron, titulaire, et M. Boulier, suppléant, soient représentants de la ville aux dames, que M. Gracia soit le représentant de la ville à la mission locale, que Mme Rébillard, titulaire, et M. Lebré, suppléant, soient représentants de la ville au comité consultatif de la réserve naturelle du Ménil-Soleil, que M. Jacques Lebré soit le représentant de la ville au syndic de la résidence du Forum, que M. Jacques Lebré soit le représentant de la ville au syndic de la copropriété de la Fontaine Couverte, que M. Fabrice Gracia soit le représentant de la ville au comité régional d'information jeunesse, que Mme Percheron soit la représentante de la ville au conseil d'administration de l'association Gaston Mialaré, que M. Drouet, titulaire, et Mme Levaguerez-Marie, suppléante, soient représentants de la ville au conseil de vie sociale de l'établissement et de services d'aide par le travail de l'Essor, que Mme Jennifer Lefroux, titulaire, et Mme Vétier, suppléante, soient représentantes de la ville au conseil d'administration du Collège des Louis, que Mme Bénédicte Lebailly, titulaire, et Mme Percheron, suppléante, soient représentantes de la ville au conseil d'administration du lycée polyvalent Guillaume le Conquérant, que Mme Percheron, titulaire, et M. Grégoire Dagorne, suppléant, soient représentants de la ville à Logec Sainte-Trinité, que M. Lebré soit le correspondant crise, tempête, Enedis. On n'a pas les autres? D'accord, donc vous aurez une deuxième liste lors du prochain conseil municipal. Je vous propose déjà d'installer toutes ces personnes.
Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Désignation des membres au sein des comités consultatifs. Sont concernés des comités qui ont été mis en place, notamment lors de la précédente mandature. Il y en a 3 qui ont été identifiés, que l'on va réinstaller parce qu'ils ont leur utilité. C'est le comité de dérogation à l'inscription scolaire, composé de 3 membres élus, et du comité consultatif du marché hebdomadaire et du comité de sécurité routière. Donc, pour le comité de dérogation à l'inscription scolaire, où il y a 3 membres, je vous propose moi-même, puisque c'est moi qui présiderai la commission, Madame Jennifer Lefroux et Monsieur Dimitri Gauvin. Concernant le comité consultatif du marché hebdomadaire, je vous propose moi-même, puisque c'est moi qui le préside, Madame Magali Canon, Madame Vétier et Madame Grenier, avec Monsieur Dupart comme suppléant de Madame Grenier. Et le comité de sécurité routière, je vous propose, en plus de moi qui le préside, Monsieur Jacques Lebray, Madame Rébillard, Monsieur Dupart, avec Monsieur Le Pasteur, comme suppléant. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose de vous munir des délibérations qui vous ont été ajoutées tout à l'heure sur les indemnités. Alors, tchouk. Donc, elles se substituent des 2 délibérations séparées, comme d'habitude, la 11 et la 12. Donc, alors, elles ont été modifiées parce que suite à un débat en groupe et en réunion de bureau, il a été envisagé deux améliorations par rapport à la version qui vous avait été donnée. D'une part, de prévoir, sans être obligé de tout recalculer, la désignation en cours de mandat d'un adjoint supplémentaire, puisque nous avons fait le choix d'avoir simplement 6 adjoints et non pas 8, ou de désigner 2 conseillers délégués supplémentaires en cours de mandat s'il y avait besoin. Ça, c'est le premier point. La deuxième, de faire disparaître une petite majoration qui avait été prévue pour l'un des conseillers délégués, puisque dans le cadre de la répartition des délégations qui seront signées demain, on a retrouvé une équité en fin de compte, donc il n'y a plus besoin de plus valoriser sur le régime indemnitaire l'un des conseillers. Alors, tout ça est encadré par le CGCT. Donc la première délibération, elle vise à fixer les taux maximaux, sachant ils sont prédéfinis par le CGCT pour les communes entre 3500 et 10 000 habitants. Pour le maire, un taux maximal de 58,3% de l'indice brut, et pour les adjoints, un taux maximal de 23,32%. Alors comment ça fonctionne? On prend le taux maximal du maire, on prend 8 fois le taux maximal des adjoints, ce qui nous donne un taux total qui, pour la ville de Falaise, est de 244,86%. Et ensuite, ce budget est réparti entre le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Donc, sachant que nous avions inscrit au budget prévisionnel qui a été voté les sommes nécessaires pour aller au taux maximum de 244,86%. Donc, je vous propose de fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire au barème suivant, 55,30 au lieu de 58,30. De fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du premier adjoint au barème suivant, 26,32, sachant que le code nous permet une majoration sur ce point-là. De fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des 5 maires adjoints au barème suivant, 21,32 au lieu de 23,32. De fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des 4 conseillers municipaux délégués au barème suivant, 9% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. La délibération numéro 12, majoration des indemnités de fonction des élus municipaux. Donc là, on vous la repasse puisque nous avons modifié les taux de base, donc c'est normal que celle-ci se réajuste, puisque à ces taux s'ajoutent des majorations liées du fait que la ville touche la dotation de solidarité urbaine, que la ville est chef-lieu de canton. Et donc quand vous appliquez toutes ces majorations, nous arrivons au taux suivant. Eh bien, on va prendre directement le tableau annexe. Non, c'est une délibération. Non,
On ne va pas prendre notre tableau annexe, il faut que je fasse celui d'avant. Donc le maire, avec les majorations, monte à 72,42%, le premier adjoint à 36,23%, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième adjoint à 29,35%, les conseillers délégués 1, 2, 3 et 4 à 12,39%. Point élément que je ne vous ai pas donné en préambule aussi, c'est que ces plafonds ont tous été revalorisés dans le cadre de la loi votée par le Sénat et l'Assemblée nationale du mois de décembre dernier, visant à définir un statut de l'élu et une revalorisation des indemnités des élus des communes de moins de 20 000 habitants. Alors, à compter du 22 mars 2026, il est proposé au Conseil municipal de fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire au barème suivant, 72,42% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire, de fixer les indemnités pour exercice effectif des fonctions de premier adjoint au barème de 36,23, de fixer les indemnités pour les 5 adjoints à 29,35 et de fixer les indemnités pour les 4 conseillers délégués à 12,39%. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Dupart. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Pour bien comprendre cette délibération, rappelons un élément simple. Les indemnités d'élus sont calculées à partir de l'indice brut terminal de la fonction publique. Aujourd'hui, 1027 points, c'est-à-dire 4110 € brut mensuels. C'est sur cette base que vous nous demandez d'approuver les nouveaux montants d'indemnités. Pourtant, en comparaison avec 2020 et 2023, votre précédente mandature, vous présentez aujourd'hui un tableau différent, non comparable et uniquement en pourcentage. Cela empêche de lire clairement l'évolution des indemnités en euros, puisque vous n'indiquez pas la traduction concrète de ces pourcentages. Je pense qu'à l'avenir, pour une bonne gestion et information claire, il serait souhaitable que, quel que soit le sujet d'ailleurs, les tableaux soient comparables d'une année sur l'autre. Afin de rendre ces éléments lisibles pour tous, nous avons donc fait des calculs. Avec les pourcentages que vous nous proposez, les nouveaux, cela fait 2 980 € environ pour le maire. À titre de comparaison, à Saint-Pierre-en-Auge, commune comparable, le maire perçoit 2 000 €. Et à Alençon, 25 000 habitants, 2 800 €. Concernant les adjoints, 1 490 € pour le premier adjoint, 1 206 pour les autres. À titre de comparaison, à Saint-Pierre-en-Auge, un adjoint perçoit 844 €. Enfin, pour les conseillers délégués, 509 € par conseiller délégué. À Saint-Pierre-en-Auge, c'est 233 €. Ces chiffres amènent deux réflexions. Un niveau global d'indemnité qui interroge sur sa pertinence. Une augmentation des indemnités dans un moment difficile pour tous les concitoyens. Vous avez fait un choix d'utiliser quasiment le maximum de l'enveloppe indemnitaire dans un contexte où le pouvoir d'achat des Français, et notamment celui des Falaisiens, se dégrade. À Falaise, le salaire médian est de 1 700 €. Il existe donc un décalage évident entre les indemnités que vous souhaitez vous attribuer et la réalité vécue par les habitants. Ce décalage interroge. Il donne le sentiment d'une équipe municipale déconnectée du quotidien des Falaisiens. Plus encore, cela envoie un message préoccupant, celui d'une équipe municipale qui semble se servir avant de servir. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Je vais vous donner 2-3 éléments, mais je ne vais pas rentrer dans ce type de débat parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Concernant, je prends quelques éléments comme ça au vol, concernant les conseillers délégués, tout dépend, vous ne pouvez pas comparer d'une ville à l'autre, tout dépend de ce qu'il y a dans la délégation. Voilà. Si vous comparez des choux et des carottes, on n'arrive pas au même résultat. Et là, les délégations des adjoints, elles sont complètes. Et je sais, puisque nous avons, durant le mandat précédent, eu à travailler sur cette délégation qui était relativement large. Par le passé, durant la précédente mandature, il faut savoir, même si on en parle après, les adjoints et les conseillers délégués couvrent leurs frais avec leur indemnité. Ils ne se font pas défrayer. Et c'est arrivé que des élus en soient de leur poche dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons fait le choix de 6 adjoints et non pas 8. Donc de fait, il peut y avoir plus.
Il y a 11 adjoints à Saint-Pierre, me fait-on dire. Donc de fait, c'est normal qu'avec 11 adjoints, ils soient obligés de répartir autrement l'enveloppe. Nous, on a fait le choix de 6, donc ça fait des grosses délégations, ça fait des gros investissements personnels. Certains adjoints, comme le maire, sont obligés de prendre des dispositions professionnelles. Donc il est tout à fait juste. Et tout ça s'inscrit dans l'enveloppe que les pouvoirs publics donnent, à savoir enveloppe qui a été revalorisée, je vous le disais tout à l'heure, par le législateur après maintes années de report, que ce soit par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc on est dans le cadre. Et pour le petit point où vous dites qu'on ne prépare pas l'avenir, je vous ai dit juste en préambule que nous avions justement revu la répartition de façon à pouvoir désigner un adjoint si on avait besoin de désigner un adjoint, sans être obligé de repasser devant le conseil municipal, ou de désigner 2 conseillers délégués supplémentaires s'il y avait besoin. Donc on a à la fois fait de l'anticipation, donc voilà, votre remarque pour moi n'est pas recevable. Voilà, Madame Devel. Bonsoir à tous. Ce qu'on regrette simplement, c'est que déjà dans la délibération, il n'y a pas les montants comme il y avait eu en 2020, puisqu'on a en 2020 les montants exacts. Il ne faut plus les mettre. On nous a dit de les retirer des délibérations. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que lorsque vous avez une augmentation du point d'indice, on serait obligé de repasser systématiquement les délibérations. Mais alors, pour indication, vous auriez pu nous les transmettre pour indication pour les conseillers Pour indication, vous les avez calculés. Bah oui, mais bon, c'est pas à nous de les calculer en fait. Quand vous parlez de transparence, c'est important de tout avoir. Et en effet, par rapport à 2020 où vous aviez 55% le taux proposé, aujourd'hui vous proposez 72,42%. On a le droit de faire la remarque en tant qu'opposition pour dire que vous avez le droit de faire la remarque. Première mesure, c'est l'augmentation de vos indemnités. Je vois pas de problématique. Vous avez le droit d'évoquer. Voilà, je réponds à un certain nombre d'arguments qui ont été mis en avant par M. Dupart. Je lui ai répondu. Chaque collectivité fait ce qu'elle veut. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au plafond, en fait. On est bien. Déjà, vous n'êtes pas au plafond, puisqu'en effet, ce n'est pas les 76, mais vous c'est pas très loin. Non, on peut ne pas aller au plafond. C'est le choix que nous avons fait. C'est le choix que nous avions fait il y a 6 ans. Et voilà. Oui. Au conseil départemental, le département du Calvados, ça fait le choix d'aller au plafond. J'ai moins que vous, en tant que maire. Ah non. Non, j'ai la délibération sous les yeux. Alors, sauf si vous n'allez pas aux réunions, parce que vous avez une part variable. Alors c'est différent d'un élu à l'autre, parce qu'au conseil départemental, vous avez une part fixe et une part variable. Donc c'est pas la même chose, vous pouvez pas comparer en fait par rapport à la délibération. Non, mais si je prends l'intégralité, parce que j'ai la délibération sous les yeux, Madame Devel. Non, mais c'est facile de pouvoir répondre ça parce que je suis élu départemental. C'est pas comparable du tout, Monsieur le maire. Mais alors, c'est pas comparable du tout. Si c'est pas comparable, et je peux vous le dire, on pourra comparer nos bulletins d'indemnité. Je n'ai pas la même indemnité que vous. Eh bien, c'est qu'il y a un problème dans la délibération du conseil départemental, Madame Devel, puisqu'elle est publique et en brut, à partir du moment où vous assistez aux réunions, parce que de fait, il y a une part variable et une part fixe. Non, mais attendez. Ouais. Donc on prend les arguments quand ça vous arrange. Allez, je vous propose de clore ce débat. Oui, monsieur le pasteur. La question était simple, c'est combien ça représente votre indemnité en euros? Vous l'avez donné. Il a donné 2900 brut, donc en net, ça doit faire 2400 à peu près euros. C'est tout. Voilà. C'est plus simple. Non, mais vous l'avez donné, donc je vois pas l'utilité de la redonner. Non, mais vous ne l'avez pas confirmé, c'est tout. Il ne m'a pas demandé de la confirmer. Les chiffres qui ont été donnés sont justes. Je fais confiance à M. Dupart pour avoir appliqué correctement le coefficient multiplicateur avec l'indice de référence. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Voilà. Les élus de la ville font un travail considérable. Et c'est fort en couvrant eux-mêmes leurs frais d'essence et autres. Et donc c'est tout à fait logique qu'ils aient une indemnité. Et c'est prévu par la loi. Voilà. Je vous propose, Monsieur Dupart. Alors, j'ai regardé vos débats. Merci de me redonner la parole. Vous dites que ça couvre les frais. L'année dernière, il y a 2 ans, vous avez fait voter des indemnités spéciales. C'est en fait, lorsqu'il y a des déplacements, il y a des frais de déplacement. Donc ça ne couvre pas tous les frais. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Dupart. La délibération que je vais vous reproposer d'ailleurs, donc vous pourrez refaire votre commentaire, c'est une délibération technique que l'on prend de façon à ce que si ça devait arriver,
eh bien, les services puissent rembourser l'élu en question. Dans le cadre d'un mandat spécial, par exemple, ou si un conseiller délégué qui est indemnisé à hauteur de, donc ça ne va pas lui faire 420 ou 430 euros net, eh bien, puisse payer ses frais de déplacement s'il doit aller à l'autre bout de la France et qu'il en a pour 1000 euros, par exemple. Donc c'est une délibération d'ordre général. Vous allez même voir, dedans, on parle des frais de garde, voilà. Elle est très complète, de façon à ce que le service des ressources humaines puisse régler à l'élu de la majorité comme de l'opposition qui en aurait besoin les frais afférents au mandat spécial. Monsieur Gauvin. Oui, c'est mieux là. Très bien. Non, juste, j'interviens juste pour revenir sur cette loi de 2025 qui a quand même du sens. C'est pas par hasard que les indemnités ont augmenté. Je pense que c'est important de rappeler dans quel cadre est-ce que ça a été fait, tout de même. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, tout au long de l'année, merci Dimitri, on ne peut pas tout au long de l'année regretter que les élus ne soient pas reconnus. Hein. L'ensemble du Parlement a voté, après maintes discussions, un statut de l'élu avec une revalorisation des indemnités pour les communes de moins de 20 000. Ça s'applique à Falaise, parce que Falaise est à un peu moins de 8 000 habitants. Voilà, c'est la loi qui s'applique. Monsieur le pasteur. Oui, monsieur le maire, juste pour en terminer, moi je ne remets pas en cause, naturellement, d'une part parce que c'est la loi, et puis deuxièmement parce que c'est logique et parfaitement naturel qu'il y ait des indemnités de fonction pour les élus. Et effectivement, il faut souligner l'engagement et les conséquences que ça a, tant professionnelles que personnelles. Donc moi, je ne suis pas sur le principe même. Vous êtes en train de tourner en rond derrière la seule question qu'on souhaitait savoir, c'était combien ça représente en euros. Alors je comprends bien que ça se calcule, il y a des taux, il y a des pourcentages, bon. Mais alors, peut-être parce que je suis un peu l'un des derniers arrivés autour de cette table et que je vais m'y faire à ce calcul ou à cette méthode de calcul. Mais je trouvais que par transparence, et je n'ai pas rien compris votre réponse tout à l'heure en disant que ça obligerait parce que les taux évoluent à tous les... Non mais ça obligerait à quoi? Alors, les indemnités des élus en France sont indexées sur le point d'indice de la fonction publique. Comme tous les prix, oui, les salaires. Oui, sauf que, à partir du moment où vous mettez le montant dans la délibération, lorsque le contrôle de légalité valide les salaires des élus en France, il va prendre le montant prévu. Il ne va pas prendre le pourcentage, il prend le montant qui est prévu dans la délibération. C'est pour ça que il y a eu une augmentation où le contrôle de légalité nous a dit il faut c'est quelle année, 2020 2022 23, on a été obligé de reprendre une délibération, alors que si on avait exprimé uniquement en pourcentage ce qu'on a fait ce soir, eh bien ça s'adaptait automatiquement. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le montant. Oui, mais en 24 et 25, vous ne l'avez pas fait. Non, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation du point d'indice. Et ça permet quand même une transparence et de dire que les indemnités augmentent au fur et à mesure des mandats. C'est pas, on peut aussi repasser des délibérations. C'est écrit dans le rapport. Juste pour... vous avez voulu clore, je vais essayer de clore aussi, parce qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. Le débat est sain. Le seul truc qui n'est pas sain, monsieur Dupart, c'est votre phrase « les élus se servent ». C'est presque calomnieux de votre part. Voilà, je tenais seulement à le signaler, c'est le seul truc. Tout le reste du débat est sain. Votre phrase, elle est un tout petit peu... elle ne devrait pas avoir lieu ici. Si on veut avoir des bons rapports, il faut se respecter. En faisant ça, vous respectez personne, au moins les membres du Conseil qui sont indemnisés. Voilà, je tenais à le dire parce que ce n'est pas très correct de votre part. Mais on est habitué. Merci. Il y avait aussi le montant en 2023 de l'indemnité, puisque vous étiez à 2 247,25 € dans la délibération de 2023. Donc à toutes les délibérations, il y a toujours eu le montant. C'est question de transparence. Oui, on nous a demandé de le retirer. Je ne sais pas, ça fait 4 fois que je le dis. Donc on nous a demandé de le retirer. Voilà. Bien, le débat étant clos. Non, c'est bon, monsieur Dupart, c'est bon. Je mets aux voix qui est contre. Non, mais j'ai été mis en cause par monsieur Lebray, s'il vous plaît. La moindre des choses, c'est... On vous a pas mis en cause, on vous a simplement répondu à une attaque qui était infondée, injuste et calomnieuse. C'est tout. Voilà. Ah oui, voilà, donc vous êtes le maître S tout à fait. Qualification. Tout à fait. Vous verrez que quand on va adopter le règlement du conseil municipal, c'est moi qui donne la parole et qui la reprend. Oui, mais vous qualifiez les gens. C'est génial. C'est des procès d'intention, ça, monsieur.
Bien, je mets aux voix cette délibération qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Délibération numéro 13, remboursement de frais aux élus dans l'exercice de leurs fonctions. Donc je rappelle, pour que tout le monde comprenne bien, c'est une délibération qu'on prend, qui est très large, qui est technique, de façon à ce que le service RH, si durant les 6 ans, il a besoin de rembourser des indemnités, des frais à un élu, puisse le faire et que le mandat soit validé par la trésorerie. Durant le dernier mandat, je crois qu'on n'a jamais utilisé, ou quasiment jamais, ce que vous allez voir ici. Donc, les situations ouvrant droit au remboursement sont les suivantes. Les déplacements effectués hors du territoire communal, dans le cadre de réunions ou missions où l'élu représente la commune, et les frais exposés dans le cadre d'un mandat spécial confié par délibération du conseil municipal. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un ordre de mission préalable, c'est-à-dire que l'élu ne peut pas aller de sa propre initiative quelque part. Il faut qu'il ait un ordre de mission de façon à ce qu'il puisse bénéficier d'un remboursement. Sont remboursés les frais de repas et d'hébergement avec des règles qui sont très strictes, comme vous pouvez le voir sur la délibération. Il y a des frais de transport qui sont remboursables et d'autres frais comme les frais de garde d'enfants, l'assistance à personnes âgées en situation de handicap. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très très précis et très très complet de façon à envisager tous les cas possibles. Il y a le mandat spécial. Le mandat spécial, c'est le conseil municipal qui demande à l'un d'entre vous une mission particulière en dehors de Falaise. La délibération envisage les avances de frais dans la limite de 75% et les modalités de remboursement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous remercie. Délibération 14. Exercice du droit à la formation des élus. Jacques Lebray. Merci. Et bonjour, je n'ai pas eu le temps de dire bonjour tout à l'heure avec ma réponse, donc je profite pour le dire maintenant. J'ai quelques délibes de suite à lire, donc m'en veuillez pas, je ne parle pas aussi vite que le maire, je vais essayer d'aller le plus vite possible malgré tout. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-12 à L 2123-16, L 2123-14-1 et les dispositions réglementaires relatives à l'agrément des organismes, le R 1221-12S, vu les réformes récentes du droit à la formation des élus. Considérant que dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation et déterminer les orientations et crédits ouverts. Considérant l'obligation d'organiser une formation au cours de la première année de mandat pour les élus titulaires d'une délégation. Considérant qu'un tableau récapitulatif des actions de formation financées par la commune est annexé au compte financier unique et donne lieu à un débat annuel. L'article 1, principe et périmètre des formations. Tout élu municipal a droit à une formation adaptée à ses fonctions. La commune finance uniquement les formations liées à l'exercice du mandat, dispensées par un organisme agréé par le ministère chargé des collectivités territoriales et, sauf exception légale, certifié Calliope. Une formation obligatoire est organisée la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Article 2, orientation prioritaire. Les thématiques prioritaires concernent l'exercice des délégations et la participation aux commissions, les compétences utiles au mandat, finances locales, urbanisme, ressources humaines, commandes publiques, transition écologique, communication numérique, etc. Les fondamentaux de l'action publique locale. L'article 3, budget, plafond et report. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2%, ni supérieur à 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Les crédits non consommés sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, sans report possible au-delà du renouvellement de l'Assemblée délibérante. Article 4, dépenses prises en charge. Les frais d'enseignement, à la condition que l'organisme dispensateur soit agréé par le ministère de l'Intérieur, certifié Calliope, les frais de déplacement, frais de séjour et de transport, dans les conditions identiques à celles prévues pour les déplacements pour se rendre à des réunions hors du territoire communal. La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, dans la limite de 21 jours par élu pour la durée du mandat, et d'1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 65.
La participation de la commune au DIF. La commune peut participer au financement des formations suivies au titre du DIF. Article 6. Suivi, bilan et débat annuel. Un tableau récapitulatif des formations suivies est annexé au CFU et fait l'objet d'un débat annuel. Il est donc proposé au conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, gestion de projet, conduite de réunion, prise de parole en public, animation d'équipe, gestion du temps, informatique et bureautique. Les fondamentaux de l'action publique locale. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations liées à la formation des élus? Non, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 15, création d'un CST commun entre la ville et l'établissement public rattaché, le CCAS. Jacques Lebré. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L 251-5 et suivants, le maire précise aux membres du conseil municipal que l'article L 251-5 du Code général de la fonction publique prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Conformément à l'article L 251-7 du Code général de la fonction publique, il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard de tous les agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un CST commun compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2026, la commune 158 agents, le CCAS 24 agents, permettent la création d'un comité social territorial commun placé auprès de la ville de Falaise. Le maire propose la création d'un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Il est demandé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. On voit bien que le CCAS est en dessous le seuil des 50 agents pour créer seul son comité social territorial. Merci, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 16, modification du tableau des effectifs. Jacques Lebré. Alors pour la modification du tableau des effectifs, on va directement sur le tableau qui est en annexe. Création de postes permanents de la ville de Falaise. Ces emplois ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les emplois permanents peuvent également être pourvus de manière permanente par un agent contractuel de droit public dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles L 332-8 à L 332-14 et L 352-4 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022 en vigueur au 1er mars 2022. Donc on a 4 postes qui sont numérotés pour les nouveaux. Tous nos postes dans la collectivité sont numérotés, donc à chaque fois qu'on change un poste, parce que c'est assez compliqué quand même la fonction publique. Et donc le poste 217, c'est une modification d'emploi suite à un remplacement d'un agent qui est parti à la retraite. Le numéro du poste 208, c'est une modification d'emploi suite à l'obtention d'un concours par un agent. Le 36, obtention d'un concours par un agent. Et une création d'emploi au Fab Lab, une animation adjoint d'animation. Si vous avez des questions. Merci, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 17, désignation des délégués au SDEC Énergie. Jacques Lebré. Le SDEC Énergie est un syndicat mixte composé de 526 collectivités, 516 communes et 10 intercommunalités qui adhèrent au syndicat pour sa compétence fondatrice, l'organisation du service public de l'électricité ainsi que pour ses compétences à la carte telles que la contribution à la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'éclairage public, la signalisation lumineuse, le gaz, les IRVE.
Le conseil municipal doit procéder parmi ses membres à la désignation de deux délégués représentant la commune au SDEC Énergie. Par courriel reçu le 20 février 2026, le syndicat nous informe que cette désignation doit être réalisée au plus tard le 17 avril 2026. Les délégués de la commune participeront aux commissions locales d'énergie, ce qu'on appelle les clés. Ces commissions se réunissent à minima une fois par an sur une commune du secteur géographique pour échanger sur des sujets d'actualité de l'énergie et du syndicat. Elles permettent également de débattre de sujets qui seront ensuite présentés au comité syndical. Le rôle des délégués vis-à-vis de leur collectivité: les deux délégués titulaires représentent leur collectivité auprès du SDEC Énergie et au sein des commissions locales d'énergie. Ils reçoivent des informations utiles pour leur collectivité et contribuent aux orientations proposées au comité syndical. Le rôle des délégués vis-à-vis du SDEC Énergie: réciproquement, le délégué joue également un rôle de représentation du SDEC Énergie auprès de sa collectivité. Le délégué informe sa collectivité des actions menées par le syndicat. Une fois par an, le délégué présente à sa collectivité, en séance du conseil municipal, le rapport d'activité du SDEC Énergie. Les délégués suivent aussi avec les techniciens du SDEC les projets qui sont réalisés sur le territoire de leur collectivité. Ils sont notamment informés des dates d'intervention des entreprises et font les demandes de dépannage d'éclairage public et de signalisation lumineuse. Il est proposé au conseil municipal de désigner les deux délégués pour représenter la ville de Falaise. Les bonnes relations avec le SDEC, ça nous a permis lors du dernier mandat d'avoir ces panneaux photovoltaïques sur le parking de Bianco et pour un coût pratiquement à zéro. Donc voilà, c'est important d'y être. Merci. Donc je vous propose de reconduire les deux membres de la ville qui représentaient la ville de Falaise auprès du SDEC, à savoir Jean-Marc Lebas et Jacques Lebré. Madame Grenier. Oui, bonsoir à tous. Je te rejoins, Jacques. Effectivement, c'est un syndicat qui est important. Alors nous, on souhaiterait éventuellement vous proposer un représentant. Est-ce que ce serait possible? Non. Non. Nous faisons le choix de déléguer sur le SDEC les personnes avec délégation qui ont affaire dans le cadre. Donc Jean-Marc Lebas, par rapport à sa délégation bâtiment public, commission de sécurité, je trouve que c'est fort judicieux qu'il soit là-bas. Et il a suivi déjà depuis 6 ans les travaux du SDEC. Et Jacques Lebré dans le cadre de sa délégation. D'accord, dommage. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération 18. Modification simplifiée numéro 4 du PLU de Falaise. Avis de la commune. Jacques Lebré. Par courrier en date du 5 février 2026, la communauté de communes du Pays de Falaise a sollicité la ville de Falaise afin d'émettre un avis sur la modification simplifiée du PLU de la commune. Cette modification fait suite à une demande émanant de la ville de Falaise sur plusieurs éléments prescriptifs qu'il apparaît nécessaire de supprimer. En effet, 3 sujets sont à traiter. En 1, la suppression de l'emplacement réservé numéro 2, dont l'objet est l'aménagement d'un cheminement piéton en cœur d'îlot pour relier l'avenue du Général de Gaulle à la rue Montchrétien de Watteville. Sur ce premier point, la ville souhaite en effet supprimer cet emplacement réservé qui grève la parcelle cadastrée BI 530 qui accueille désormais plusieurs propriétaires. La ville de Falaise qui a conservé des locaux techniques de l'ancienne caserne pour du stockage d'engins et de matériel, un huissier de justice qui a fait l'acquisition de locaux en vue d'installer son hôtel des ventes, l'entreprise Eride Promotion qui envisage la construction de 28 logements sur le reste de la parcelle. D'autre part, les terrains situés à proximité et appartenant à la société Cedelca n'ont pas tous été construits comme le prévoyait le plan initial. Dans ce contexte actuel et compte tenu des aménagements qui ont été réalisés, la ville de Falaise souhaite la suppression de cet emplacement. Le point numéro 2, la suppression de l'indice P du secteur AUP de la route de Putange au motif suivant. Aucun projet d'équipement public n'est envisagé sur ce secteur. La desserte, la topographie et la densité d'habitat actuelle ne sont pas adaptées à ce type d'affectation. Le maintien de ce zonage freine l'harmonisation urbaine et l'intégration des parcelles dans la dynamique résidentielle existante. Le classement actuel entraîne une rigidité réglementaire pour les propriétaires concernés, en contradiction avec l'évolution naturelle du quartier, marquée par une urbanisation à dominante pavillonnaire. Juste pour rappel, le petit P de AUP, c'était un équipement public obligatoire sur la parcelle.
On n'a pas retrouvé dans les archives pourquoi il y avait eu un équipement public imposé sur cette parcelle, alors tout autour, c'est du pavillon. La modification partielle, alors point numéro 3, la modification partielle de la zone 1AU située avenue de Verdun en zone 1AUE, alors le E c'est zone économique, pour contribuer au maintien et au développement de l'entreprise RK. Cette dernière souhaitant regrouper son activité sur un seul site. La parcelle concernée est actuellement propriété de la commune, mais elle ne peut accueillir en l'état un projet à vocation économique. Le changement de zonage est donc nécessaire afin de permettre cette installation et éviter sa délocalisation éventuelle. Vu les courriers transmis par la ville de Falaise à la communauté de communes en date des 27 août 2025, 8 et 15 octobre 2025, sollicitant le lancement d'une procédure de modification simplifiée du pays de Falaise, vu la délibération numéro 2560 du 15 décembre 2025 approuvant le principe d'un échange foncier entre la ville de Falaise et l'entreprise RK pour la parcelle BI 153, vu la délibération numéro 145-2025 de la communauté de communes du pays de Falaise en date du 18 décembre 2025, prescrivant la modification simplifiée du PLU de Falaise, considérant la nécessité de procéder aux modifications du PLU de la ville de Falaise, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à la procédure de modification simplifiée du PLU et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Merci, Madame Grenier. Jacques, c'est bien pour relier l'avenue du Général de Gaulle, c'est pas Leclerc, non? Oui, tout à fait. Alors, un point. Non, mais c'est écrit. Oh. Merci. Des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Ah, une abstention. Deux abstentions. Vous faites quoi? Vous abstenez pas. D'accord. Donc unanimité. Je vous remercie. Délibération 19. Réhabilitation de l'école de la Crosse. Demande de subvention au titre de la DETR des îles. Donc pour les nouveaux élus, la ville travaille depuis 2024 à l'avenir de l'école de la Crosse dans le cadre d'un partenariat École de demain avec le CRMA qui avait pour objectif notamment de travailler sur le bâti et la cour de récréation de l'école. Donc nous avons commencé en 2025 la végétalisation de la cour de récréation de l'école de la Crosse pour moitié. Il nous reste une seconde moitié qui interviendra, mais nous sommes bloqués par rapport à des projets d'isolation thermique de cette école. Et dans le cadre du programme EduRénov, nous avons eu un audit de l'école qui nous a fait un certain nombre de préconisations par rapport à la nécessité d'isolation et les techniques à utiliser. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons rapidement travailler sur ce projet et c'est pour cela que nous vous proposons ce soir de valider la demande de subvention au titre de la DETR des îles à hauteur de 40%. Donc on est sur un budget hors taxe d'un peu moins d'1 million d'euros, 997 900 euros. Et des recettes prévisionnelles qui pourraient être donc une demande auprès des services de l'État de 399 160 euros, soit 40% de la dépense hors taxe, et des fonds propres à 598 740 euros, c'est-à-dire les 60% complémentaires. Ce qui est des questions, je me vois qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie. Juste pour question diverses, je vais passer la parole à monsieur le pasteur, juste pour vous indiquer que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 avril. Donc il est encore rapproché celui-là, mais c'est pour, entre autres, finir l'installation des nouveaux élus dans les délégations qu'on n'a pas pu voir ce soir. Il y a encore quelques délégations à passer, et ce sera l'occasion aussi de travailler sur la décision. Non, sur le CFU. Sur le CFU. Non, ce sera un peu court là. Là, je le conçois. Monsieur le pasteur. Oui, merci monsieur le maire, chers collègues. J'ai eu l'honneur donc de recevoir ma première convocation à un conseil municipal, en l'occurrence celui donc du conseil municipal électif qui s'est tenu le 21 mars dernier.
L'ordre du jour qui était annexé à cette convocation ne comportait pas de délibération portant sur l'approbation du procès-verbal de délibération de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est, elle, tenue le 9 février 2026. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles dispositions. La modification de l'article L 2121-15 du CGCT, l'alinéa 3 en particulier, qui a été modifié par une ordonnance du 7 octobre 2021, qui est entrée donc en vigueur le 1er juillet 2022. Les nouvelles dispositions prévoient que le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire de séance, doit être arrêté au commencement de la séance suivante. Ce texte ne prévoit aucune exception, pas même le cas de la survenance d'élections municipales. L'ordre du jour du conseil municipal électif du 21 mars dernier aurait donc dû, à mon sens, comporter un point relatif à l'approbation du procès-verbal et de séance de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 9 février 2026, et dont l'ordre du jour ne comportait pas moins de 29 points, dont certains portant sur la fiscalité et le budget municipal, certes primitif, sur lequel nous sommes désormais engagés pour l'année 2026. Alors au-delà du respect de ces dispositions légales, c'est bien le double sens qu'elles poursuivent et qui est important de retenir, une logique de continuité institutionnelle et la transparence des actes de la collectivité. Alors c'est vrai qu'il y a des débats dans la doctrine sur l'interprétation de ce texte, notamment eu égard à un renouvellement de l'Assemblée délibérante. Arrêter un procès-verbal ne signifie pas qu'il est soumis à l'approbation des élus présents au commencement de la séance suivante, après prise en compte éventuelle de leurs remarques. Aucun formalisme n'est certes prévu, et aucun vote non plus. Alors, sauf une méconnaissance de ces nouvelles dispositions, ce qui m'étonnerait, il s'agit donc d'un choix de votre part, et si tel est le cas, pouvez-vous nous indiquer les motifs ? Parce que c'est ça le plus important, c'est de savoir pourquoi vous faites le choix de ne pas d'écarter ces dispositions qui font débat peut-être dans la doctrine, il y a des pour et des contre, mais c'est la loi qui le prévoit, et je pense que le sens de transmettre et de mettre du lien entre chaque délibération, notamment quand il y a une nouvelle élection et un renouvellement des conseillers municipaux, surtout sur une délibération qui était la dernière portant sur le budget, je trouvais ça intéressant de lier avec la nouvelle mandature. Donc pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas le mettre à l'ordre du jour ? Et je note d'ailleurs que pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, il n'est pas mis non plus pour l'ordre du jour d'aujourd'hui l'approbation du PV de la dernière délibération. Voilà ma question. Alors, il n'y a pas de volonté du tout de ne pas vous faire voter sur les comptes rendus. Surtout que celui de la séance du mois de février est prêt. Alors ça arrive, parce que c'est relativement long, notamment les retranscriptions des déclarations. Mais celui du dernier conseil de la présente mandature n'a pas été est terminé, lui par contre. Et les services viennent m'indiquer que voilà, ils avaient fait le choix, mais qui est contestable et à première vue qui ne serait pas parfaitement en ligne avec ce que vous évoquez. On fait le choix, étant donné que ce compte-rendu relevé de l'ancienne mandature avec des élus qui aujourd'hui seraient appelés à valider des délibérations, soit, mais surtout des déclarations auxquelles ils n'ont pas insisté, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de ne pas le soumettre. Après, je vais regarder. Je n'ai pas d'avis tranché. Vous me dites ça, c'est possible. On va regarder. Et puis, de fait, si c'est le cas, on le présentera au prochain conseil. Comme ça, et voir s'il y a des modalités particulières du style les nouveaux élus ne prennent pas part au vote ou voilà. Parce que moi, ça me pose problème. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Hein. Ça me pose problème que des élus qui n'étaient pas présents puissent ratifier un procès-verbal, notamment où il y a des propos. Le reste, à partir du moment où les votes sont acquis et acquis largement, et en plus, systématiquement, les PV sont affichés dans les jours qui suivent sur les décisions. Hein, c'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne bien, on ne parle pas des décisions. Les décisions, elles sont rendues publiques dans les 3 jours. Patricia, c'est ça, hein, le petit tableau 8 jours. Dans les 8 jours, on est vraiment sur le détail de la délibération. C'est juste ça où il y a le débat ce soir. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet pour qu'on le présente lors du prochain conseil et qu'on présente même, si de fait on se dit que c'est la lecture qu'il faut en faire, on présentera tous les conseils
tous les PV. Ouais, il va falloir charbonner. On présentera au prochain conseil de la fin avril le PV, donc le dernier de la mandature précédente qui lui est prêt, le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints et le procès-verbal de ce soir. Mais il n'y a pas du tout, je vous rejoins, il faut qu'on regarde, on verra avec le service juridique s'il y a une autre lecture que la vôtre, mais il n'y a pas de problème pour s'y plier si c'est la volonté du législateur. Non, mais je vous remercie, monsieur le maire, pour cette réponse. Mais il n'y avait pas de loup ni de piège dans ma question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les choix. Et pourquoi ? Il y a pas de choix. Le choix, c'est ça. C'est que les services m'ont dit, la directrice générale m'a dit, voilà, c'est le choix que nous avons fait parce que il y a autour de la table des nouveaux élus et ça nous semble curieux de demander à des élus qui n'étaient pas là de valider un compte-rendu d'une réunion précédente. Mais après, voilà, on peut le faire. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Après, ce sera à chacun, pour les nouveaux élus, de voir s'ils prennent part au vote ou pas, ou s'ils valident les yeux fermés un texte et des délibérations et des déclarations auxquelles ils n'ont pas assisté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ? Non. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vous remercie. La séance est levée. Il est 20h26. Bonne soirée à tous.